En résistance. Bienvenue Mickaël, Stéphane, Laurette, Julien, Louis, Arnaud. Merci pour votre intérêt. Alors, on va déjà, en attendant que tout le monde, se connecte, on va vérifier juste une chose, que je ne parle pas dans le vide. Est-ce que vous m'entendez? Merci de me dire, un petit pouce, dans le chat si vous m'entendez et si vous me voyez. Super, tout est bon. Merci beaucoup. Donc, pour les personnes qui ont un souci, technique ou autre, c'est plutôt de votre côté. Merci Stéphane, nickel. Alors, on va démarrer puisque là, l'idée d'aujourd'hui, c'est de parler du CODIR. Encore une fois, je vais vous dire ce que j'entends par CODIR, au sens large. Là, c'est un mot qui est important parce qu'on s'est rendu compte, au cours de mes webinaires précédents que le CODIR était quand même, l'intérêt, même s'il y avait quand même peu de personnes, membres du CODIR dans ces webinaires. Il n'empêche que, j'ai pu voir certains consultants, j'ai échangé avec des coachs, j'ai échangé avec des personnes aussi, qui, étaient, collaboratrices et il y a eu énormément de questions autour de, «Ouais, mais nous, on voudrait bien, mais le CODIR veut pas». Voilà. Donc en gros, c'est, on est un peu bloqué par le CODIR et j'ai eu l'idée, donc de faire ce webinaire sur, justement, comment on fait pour faire émerger l'intelligence collective lorsque c'est le CODIR lui-même qui est en résistance. Voilà, et c'est bien le sujet de ce webinaire. Et pour ça, j'aimerais que vous me partagiez dans le chat votre situation, c'est-à-dire quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec un CODIR ou au sein du CODIR, pourquoi pas, pour libérer l'intelligence collective, et juste en me précisant dans le message votre fonction, enfin en tout cas, est-ce que vous êtes consultant, est-ce que vous êtes interne, est-ce que vous êtes membre du CODIR, est-ce que vous êtes un simple collaborateur, est-ce que vous avez un accès, et puis quel est un peu de contexte pour que je comprenne bien. Donc le contexte, c'est quoi? C'est, je sais pas moi, une entreprise de 10, 20, 30 personnes. Heu Votre situation, voilà, est-ce que vous êtes directement missionné au sein de ce CODIR pour faire évoluer, pour, permettre le changement? Ou est-ce que vous le subissez? Voilà, un petit peu de contexte pour que je comprenne bien et puis je vous poserai, quelques questions si je comprends pas. Et ça va me permettre justement d'adapter mon webinaire au plus près, de vos intérêts, de vos préoccupations, de vos problèmes, même si, je serai amené à vous proposer, donc d'échanger en direct avec moi parce que je ne pourrais peut-être pas couvrir, l'entièreté de vos demandes. Donc on pourra effectivement échanger ensemble, lors d'un rendez-vous en direct. Mais déjà, dites-moi, voilà, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, avec ou au sein d'un CODIR pour libérer et pour faire émerger l'intelligence collective avec un petit peu de contexte. Encore une fois, ça me permettra, donc de bien comprendre et d'adapter le webinaire à votre situation. Donc, merci Louis. Les membres du CODIR ont souvent du mal à être exemplaires. Vos conseils sont très utiles, mais pour nous, pas vraiment. Ok, Louis. Je vois très bien. Je vois très bien. Abelaneda, je suis membre d'un CODIR, un CODIR qui a peur du changement. Il dit qu'il le souhaite, mais toute action à la nouveauté est avortée. Ouais, je vois très bien. Correction. Vos conseils sont, mais pas pour nous. OK, ouais, j'avais compris le truc, ouais. C'est pas pour nous. Très bien, OK. Bonjour, j'aimerais déjà savoir, qu'est-ce que le CODIR? Ouais, je vais le développer, Nadège. Ce que c'est que le CODIR, ce que j'entends par CODIR. Les membres du CODIR, parfois, ne disent rien au CODIR, puis ils rechignent et se plaignent en dehors. Tout à fait. OK, ben, je vous laisse continuer. Je prendrai ça au fur et à mesure. Merci de partager si vous arrivez dans ce webinaire. Merci de partager avec moi votre situation
et les difficultés que vous rencontrez au sein du CODIR, et j'adapterai mon webinaire dans ce sens. Donc aujourd'hui l'idée c'est quoi? C'est justement, d'aborder le sujet, sur, le CODIR qui peut être en résistance, et voir comment on peut faire pour l'amener à changer de posture. Donc on va le voir en 3 étapes. D'abord, comprendre pourquoi, un CODIR peut être, amené à résister, comment communiquer et comment dépasser ces limites. C'est le sujet d'aujourd'hui, et l'idée aussi, c'est de pouvoir échanger en fin de webinaire, donc à travers les échanges, les partages que vous aurez pu me faire dans le chat. Et puis demain, c'est la suite à cette masterclass. Vous avez un petit bouton juste au-dessus de votre écran pour prendre rendez-vous. Et là, l'idée, c'est peut-être de rentrer dans les détails de votre situation, et de voir les cas particuliers, les possibilités qui pourraient s'offrir à vous. Parce que évidemment, sur l'aspect communication, comment faire changer, on est peut-être justement dans des relations interpersonnelles, et que là, ça mériterait de rentrer dans les détails pour ne pas faire un cours sur l'analyse transactionnelle ou les relations interpersonnelles. Là, l'idée, c'est que, parce que bon, faire un cours, je pense que vous en avez déjà vu, peut-être même que vous avez été initié à tous ces courants. Là, l'idée, c'est de vous dire comment, en fait, quel serait le levier le plus efficace pour amener le CODIR à prendre conscience de la problématique et à changer. Voilà. Et donc, du coup, d'aller vers l'intelligence collective. Donc, je vais développer ce que c'est qu'un CODIR d'abord, et je vais développer aussi ce que c'est que l'intelligence collective au sens tel que je le vois. Donc, pour vos cas particuliers, si je ne réponds pas dans le chat et que je ne suis pas tout à fait au clair et assez précis, ben, je vous invite, donc j'ai dégagé des créneaux pour échanger avec vous, voilà, de manière complètement amicale, et de pouvoir vous aider. Je vois qu'il y a plein de sujets, je reviendrai après. Merci pour vos partages. Quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez un agenda en ligne et vous pouvez sélectionner un créneau qui vous correspond dans les jours qui viennent. J'ai pas mal de disponibilité les après-midi, donc c'est avec plaisir. On peut échanger un quart d'heure, 20 minutes sur votre thématique. Donc, je suis Yoann Duclos, je suis formé depuis 98 à différents courants, dont l'énéagramme. Ensuite, j'ai fait toutes les formations possibles, telles que l'analyse transactionnelle, la PNL, bien sûr, se former au coaching, l'approche systémique. Enfin bref, voilà, vous pourrez aller voir mon pédigré sur Internet. Je suis entrepreneur depuis 2000. J'ai entrepris dans différents secteurs: la restauration, la presse, même, il faudrait que je change la date puisque j'ai entrepris depuis 1995. Presse, restauration, publicité, communication, etc. Et bien sûr, coaching et formation. J'ai à mon actif à peu près, je n'ai pas compté, mais environ 1000 accompagnements, on va dire, une cote mal taillée d'accompagnement individuel et collectif, dont une cinquantaine de missions en intelligence collective, dont une mission qui a été largement médiatisée et dont je pourrais vous envoyer par mail si vous êtes intéressé. Donc pareil, mettez-moi si vous voulez recevoir cette étude de cas d'une trentaine de minutes. C'est un film vidéo où j'explique justement quel est le modèle d'intelligence collective que je promeus actuellement et auquel je crois, et qui permet justement aux entreprises de s'appuyer sur le collectif. Donc, cette mission, c'est dans le sport. C'est une équipe amateur qui c'est peut-être même la plus belle histoire de la Coupe de France de football. Et donc, j'étais partie prenante avec un entraîneur. C'était avec le SOC de Chambéry Foot à l'époque, donc en 2010. Et donc, c'est complètement transposable à l'entreprise. C'est pour ça que je vous le propose. L'avantage, c'est de voir les coulisses de ces résultats. Donc, en gros, l'avantage de ce film, c'est de voir qu'est-ce qui a été mis en place, quel est le processus que l'on a suivi pour atteindre ce résultat. Voilà, souvent, et on n'a pas trop l'habitude en fait de voir les coulisses, d'avoir l'interview des joueurs, des entraîneurs, et de les mettre en parallèle avec les commentaires des spectateurs, c'est-à-dire en fait comment construire
exactement ce que l'on veut produire et ce que les gens constatent. Voilà, ça c'est donc hyper puissant. Donc ça, je pourrais vous l'envoyer. Et puis Odeby, puisque je parle aussi au nom d'Odeby, c'est quoi? C'est un cabinet au départ en 2006 créé de coaching, hein, voilà, par mois, et puis que j'ai transformé en 2014 pour en faire une organisation. Donc on fédère des coachs labellisés, donc qui ont satisfait des critères de qualité. Et on travaille ensemble, on collabore. Certains, pour la plupart, ont été formés en interne. D'autres nous ont rejoints et pour satisfaire les mêmes critères qualité. Et donc, l'idée maintenant, c'est de travailler dans différents secteurs, puisque chacun a une expertise, et d'apporter une transformation dans nos prestations, donc d'audit, de diagnostic, de coaching, de bilan de compétences et de formation. Voilà. La mission de Odeby, c'est de garantir une qualité de prestation transformationnelle assurée par des professionnels de l'accompagnement labellisés Odeby. Odeby est un organisme de formation, si vous souhaitez savoir son statut. Il y a une vingtaine de coachs labellisés et une dizaine en cours de labellisation. Voilà. Donc passons maintenant au sujet de notre webinaire. On parle d'intelligence collective et de leadership, donc de gouvernance ou de codir. Donc déjà, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que j'entends par intelligence collective avant qu'on rentre dans le sujet, pour bien recadrer le sujet. Donc quand on parle en général d'intelligence collective, on parle de mode participatif. Si vous cherchez sur Internet, quand on parle d'intelligence collective, on tombe facilement sur de la facilitation. Donc, en gros, c'est des workshops en réunion où on va faire infuser notre cerveau et accoucher de quelque chose qui seul, peut-être, on n'aurait pas pu aboutir. Et donc, c'est de l'intelligence collective que l'on met en œuvre et que l'on met à profit. Donc, pour moi, on est dans du participatif, on est dans de la réflexion, on est dans la décision, voire de l'organisation, et on sonde les personnes autour de ces trois facteurs, bon, qui sont génériques, hein, évidemment, il y en a bien d'autres, mais comment on amène finalement des gens à participer et à contribuer à une réflexion, une prise de décision ou une organisation. Pour moi, l'intelligence collective, ce n'est pas que ça. Il y a un deuxième point, et c'est plutôt instinctif. Donc, vous avez d'autres webinaires qui sont sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, qui traitent spécifiquement de ce sujet, puisque je m'inspire de la sociobiologie, en se disant qu'au final, quand on voit fonctionner des animaux sociaux, tels que les fourmis, les loups et autres, on se rend compte qu'il y a une forme de hiérarchie et qu'il y a un instinct qui nous amène à fonctionner d'une certaine façon. Bien sûr qu'il y a l'organisation, mais il y a surtout un instinct. Et ça, chez nous, êtres humains, nous sommes aussi des animaux sociaux, on en vient à parler on en vient à parler de cohésion, d'appartenance et d'engagement. Donc c'est un peu plus grégaire, c'est un peu plus, comment dire, un peu plus animal comme sentiment. En fait, on va chercher là des spécificités qui vont faire que les personnes vont adhérer et vont vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes. Okay, et là, je pense qu'on a un déficit à ce niveau-là dans les entreprises. Et que le mode participatif, c'est une chose, mais le mode instinctif, et je pense que les entreprises recherchent justement, surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, où on a justement une déperdition des talents, et puis où les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent à n'importe quel moment, et donc passer de job en job. Comment on va faire pour euh, assurer une continuité, assurer une fidélité et que les gens restent au sein de l'entreprise pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, pour moi, c'est ça l'intelligence collective aussi, c'est ce côté instinctif. Donc quand je parle d'intelligence collective, je parle de ces deux leviers. Et puis, pour vous l'illustrer, hein, c'est que sur les territoires, si on parle de territoires cérébraux, quand on est en participatif, on parle de la gouvernance adaptative et de la gouvernance émotionnelle. Donc, c'est vrai qu'on peut générer des émotions et des idées avec l'intelligence collective en mode participatif. Mais sur le côté instinctif, on va aller chercher le côté grégaire, le côté instinctif. Et là, on est dans des territoires cérébraux un peu plus profonds
qui nous amènent à nous rapprocher justement du monde animal. Donc c'était pour faire un apport aussi en neurosciences. Voilà pour l'intelligence collective. Et quand je parle de leadership, je parle, on va voir évidemment on m'a posé la question, donc du coup je passe cette slide directement. Je parle de codir, je parle de gouvernance, je parle de dirigeance, je parle aussi peut-être à un niveau plus simple, hein, en fait, tout simplement, d'un entraîneur, d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise. Okay, c'est-à-dire que là, je me centre sur l'organe stratégique et décisionnel. Et donc, pour une personne qui m'a posé la question, je ne sais plus qui, le codir, c'est quoi? Ben, des fois, dans certaines entreprises, on réunit une, deux, trois, plusieurs personnes, en tout cas, qui vont être amenées à se centrer sur la stratégie, sur les priorités, sur la vision, sur différentes politiques à mettre en œuvre, etc. etc. Et donc, c'est ça un codir. Donc, on peut parler aussi de gouvernance. Donc, tout dépend de la taille de l'entreprise. On peut retrouver une dirigeance représentée par un codir et une gouvernance. C'est une étude de cas que je vous expliquerai d'ailleurs tout à l'heure. Et enfin, je vais m'appuyer pour développer mon webinaire sur Claude Onesta, qui a été sélectionneur de l'équipe de France de hand de 2001 à 2016. J'ai beaucoup œuvré dans le sport, et d'ailleurs, notre modèle d'intelligence collective est issu du sport. Donc, vous avez eu la Coupe du monde de rugby, où vous avez eu les deux plus belles équipes. C'est pas pour être chauvin, mais le meilleur match et les deux meilleures équipes, c'était pour moi l'équipe de France de rugby et l'équipe sud-africaine qui a donc été championne du monde. Et on se rend compte qu'elles dégageaient, en tout cas qu'elles ont travaillé quelque chose de supplémentaire. Et donc d'ailleurs, il y a des films sur Netflix qui sont absolument fabuleux et sur MyCanal qui justement expliquent de l'intérieur ce qui a été créé. Et donc, pour ceux qui l'ont vu, vous retrouverez certains critères dans notre modèle. Et donc, pour revenir à Claude Onesta, il disait qu'il n'avait pas les clés de la réussite, mais il savait ce qui faisait perdre. Et c'est un peu sous cet angle-là que je vais aborder le webinaire. Je n'ai pas les clés, en fait, je ne vais pas vous dire ça marche, ça marche pas, mais je sais ce qui fait que ça ne marche pas, par contre. Et donc, un des premiers leviers qui fait que ça ne fonctionne pas, c'est le leadership. C'est-à-dire que si déjà à ce niveau-là, il n'y a pas de conditions créées pour faire émerger l'intelligence collective, eh bien, ça va être très compliqué justement de faire en sorte qu'on ait ce sentiment d'appartenance au groupe et cette volonté de donner le meilleur de soi au groupe auquel on appartient et donc du coup d'être force de proposition et d'apporter sa contribution au groupe. Donc voilà, pour moi, pour bien recadrer, voilà ce que c'est que l'intelligence collective et le premier levier qu'est le leadership. Donc, quand on a un comité de direction qui est résistant, eh bien, c'est assez compliqué, effectivement, de mettre en œuvre des choses derrière, puisqu'elles seront limitées de par ce que représente la gouvernance ou donc la dirigeance ou tout ce que vous voulez. Pourquoi? Ben, parce que une gouvernance, un codir, ben, c'est une autorité. C'est une autorité qui prend des risques, c'est une autorité qui anticipe, c'est une autorité qui doit prendre des décisions et donc qui a une forte pression, qu'on le veuille ou pas, elle est soumise à de fortes pressions. Donc, on peut comprendre aisément ce qui peut amener un codir à des réticences. Tout dépend de quel bord on se place, effectivement. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est peut-être en complément, c'est me dire de votre côté, quelle bonne raison vous pensez que peut avoir un codir à ne pas déployer l'intelligence collective. Parce qu'on ne va pas pouvoir faire changer la personne si on ne prend pas conscience de sa position, de ce qui peut la freiner à l'idée donc de changer, d'apporter un changement, et ça ne vous permettra pas d'agir depuis ce ressort-là, ce qui serait dommage. Donc, d'après vous, quelles sont les bonnes raisons pour un codir de ne pas déployer l'intelligence collective? Je vous laisse répondre dans le chat. Merci pour ceux qui sont intéressés par la vidéo. Je parcours un peu ce que vous avez mis. Alors, Rémi, je suis hors de cette sphère étant auto-entrepreneur sans salarié. Alors oui, effectivement, si vous êtes tout seul,
Heu, on parlait d'intelligence collective. Alors quoique vous avez forcément un écosystème, ça peut vous parler, mais là on est vraiment centré effectivement sur tout ce qui est, codir et comment le faire émerger. Stéphane, collectivité, commune, 1000 agents, équipe de direction, 25 personnes. Du mal à utiliser dans la vraie vie les résultats des ateliers en intelligence collective comme si c'était une parenthèse dorée. Ouais. Il ne s'agit même pas d'utiliser les méthodes et outils, juste les résultats de travail menés sur leur situation réelle. OK, je comprends. Je vais répondre dans le webinaire à ça. Les codires deviennent parfois des réunions de travail longues et fastidieuses quand on n'est pas censé découvrir les problèmes en codir. Ouais, tout à fait. Frédéric, je pense que je vais répondre aussi à ce webinaire dans ce webinaire. Tout est diplomatique, politique et stratégique. Ouais, au niveau du CODIR, il y a ces forces-là qui jouent, effectivement. Les membres du CODIR, parfois, ne disent rien au CODIR, puis rechignent et se plaignent en dehors. Ouais, comme tout le monde, je dirais qu'il faut être attentif à ce qui se passe en off et ce qui se dit en arrière-plan, en coulisses, pour comprendre d'où vient le problème. OK. OK Rémi, ça marche. Peur de changer, je changerai de pratique quand tout le monde aura changé. Ouais, tout à fait. Laurette, j'ai aussi des clients pour les collectivités. Un codir ne déploie pas l'intelligence collective quand ses membres ne pensent qu'à leur intérêt propre et celui de leur fonction. Oui, je suis bien d'accord. Alors, je vais continuer à déployer ça. Donc, il faut se mettre à la place, si vous voulez que ça change, et amener la personne à changer, eh ben, et je vous dis, je dis exactement la même chose aux managers, aux dirigeants, donc aux CODIR, aux gouvernances, c'est que si vous voulez faire changer, il faut déjà changer soi-même, mais il faut comprendre aussi qu'est-ce qui fait que ça ne change pas et agir à partir de là. Et on finira ce webinaire par un outil que l'on a déployé qui est jusqu'à présent incontestable et qui permet justement d'amener de la comment dire de la conscience, ok, sur la nécessité de changer. Mais qu'est-ce qui fait qu'un codir peut être réticent à l'intelligence collective? On va tenter de décrypter les raisons. Donc, il y a évidemment celle que vous mettez donc dans le chat. Il y a effectivement allez, comment dire, une idée de, en tout cas, la peur de perdre le contrôle et qui amène à garder le contrôle. Donc, quand on parle de contrôle, on peut parler de contrôle et du pouvoir, entre guillemets. Donc, j'ai développé un webinaire sur la notion de pouvoir qui n'est pas le même que chez les animaux. Nous, quand on parle de hiérarchie, on a la notion de pouvoir, alors qu'en fait, chez les animaux, quand on parle de hiérarchie, il y a une notion de rôle. Et chez nous, humains, on confond rôle et pouvoir. Et donc, dès lors qu'on a le pouvoir, et ça, c'est les neurosciences sociales qui le disent, eh bien, on va tout faire pour le conserver. C'est parce que le pouvoir, c'est ce qui nous oppose et ce qui nous met le plus loin possible de le bas de l'échelle, donc le bas de la pyramide, qui nous met dans l'inconfort. Donc pouvoir égale confort, égale survie, égale pouvoir sûr, égale domination. Et donc effectivement, il y a cette notion au sein du CODIR, donc à la fois de garder le pouvoir décisionnel pour des intérêts, il y a aussi garder le contrôle de sa fonction, de ses intérêts, de ses acquis, oui, ça existe. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les notions de priorité et d'intérêt. C'est-à-dire que, en fait, quand on parle de CODIR, quand on parle des hautes sphères dans une organisation, que ce soit la gouvernance ou autre, on voit beaucoup plus loin, on voit beaucoup plus large, et donc on a une dimension transversale. Et donc on décide aussi quelque part où on se voit imposer à travers un écosystème des choses qui font qu'on doit prioriser et on doit fonctionner par rapport aux intérêts systémiques. Donc, exemple, il y a 3 ans, on a vécu le Covid, ça a été imposé, et c'était comme ça. Voilà. Et donc, c'est évidemment au niveau hiérarchique, le plus haut, que ça, ensuite, on doit mettre en place des décisions et une organisation pour répondre à ces injonctions quotidiennes de l'environnement.
Donc, on peut aussi être soumis à une pression temporelle. C'est-à-dire que quand il y a un changement sur le marché, c'est à nous de réagir vite. Et donc, c'est à nous, quand je parle codir, en fait, d'être sur l'immédiateté et de faire en sorte qu'on donne le bon sens pour ne pas perdre les acquis ou pour rattraper éventuellement un retard qu'on pourrait avoir. Il peut y avoir aussi, ça peut être aussi le fruit d'expériences négatives. C'est-à-dire qu'on peut avoir eu le sentiment d'essayer et ça n'a pas fonctionné. Peut-être parce qu'on s'y est mal pris, mais ça, on ne va pas le juger de cette façon quand on est membre du CODIR. Donc, si effectivement on s'est renseigné, on a eu des tentatives, serait-ce qu'un coach qui est passé par là et ça n'a pas fonctionné, eh bien, on va fermer la porte à toute avancée. Il y a les différents conflits potentiels aussi, devant lesquels on peut se retrouver si on laisse place à l'expression, à la participation de certaines personnes. Voilà. Et ça peut être complètement à titre d'intérêt personnel, ok, et de peur personnelle, et ça n'a rien à voir effectivement avec comment dire, l'utilité de mettre en place de l'intelligence collective. Il y a les doutes et les risques aussi que l'on peut avoir. Donc, les doutes et les risques, c'est euh, comment dire, les risques, c'est le danger, en fait, finalement, de ce que je peux laisser permettre à des personnes qui peut-être n'ont pas la vision, qui, bien sûr, hein, selon la perception d'un membre du CODIR. Donc, si je commence à laisser la possibilité à une personne qui n'a pas la conscience des risques que l'on encourt quand on est sur ce marché, parce que ce n'est pas son rôle et parce qu'elle a notre rôle et notre fonction au sein de l'entreprise, eh bien, je peux me soumettre à des divergences d'opinion auxquelles je vais devoir me confronter, devant lesquelles je vais débattre, et je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Voilà, ça, c'est des phrases que vous devez entendre avec le CODIR. Donc, j'ai vu dans le chat que c'était le cas. En termes de doute aussi, le doute que la personne ait une perception et une perspicacité à l'idée de répondre à cette problématique. Donc, je peux avoir cet a priori-là en tant que membre du CODIR. La résistance au changement, encore une fois, ça fait partie aussi donc, des facteurs qui fait qu'un CODIR va être dans la résistance. C'est ce que ça va impliquer, ce changement. Et donc, du coup, je peux avoir effectivement un regard très personnel sur la situation. Et si ça ne m'arrange pas, ou si ça n'arrange pas mon service, eh bien, je vais être donc euh, dans la résistance. Et puis aussi, et surtout, le manque d'éducation que ça peut avoir, parce que tout dépend comment je m'y prends. Et si j'ai déjà fait des tentatives, je ne vais pas y arriver et ça ne va pas m'encourager donc à aller vers l'intelligence collective. Et ça, je peux vous dire que là, je vous en ai mis que quelques-unes, hein, j'aurais pu mettre 3 petits points. Il y a des tas de raisons pour lesquelles un codir ne va pas changer, parfois pour de bonnes raisons et parfois pour de très mauvaises raisons. Et donc ça, c'est important déjà de partir de ce postulat. Et j'ai une étude de cas à vous raconter justement, donc une, enfin, comment dire, une expérience vécue avec une MEX. Donc j'ai deux études de cas à vous proposer, une dans le social et une dans le privé, où on a un changement de direction au sein d'une MEX. Une MEX, c'est associatif. Vous avez, pour ceux qui ne savent pas, un comité d'administration au sein d'une association, et puis vous avez donc une direction. Et là, vous avez donc la gouvernance, qui est le comité d'administration, et vous avez la dirigeance, qui est là l'équipe de cadres et de dirigeants. Et un changement de direction. Et là, ce qui se passe, c'est que il y a un diagnostic et il y a une explication, un briefing de la situation qui est donné au directeur. Ce briefing, c'est les collaborateurs en fait font ce qu'ils veulent, ok. C'est les années 80. Chacun est donc libre de faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas, ils sont pas concernés par les évolutions, etc., etc. Ça, c'est la gouvernance et le CA qui fait ce brief au niveau directeur. Donc, en gros, la mission, c'est il faut tout remettre d'équerre, il faut tout remettre dans l'ordre et il faut amener les gens à travailler parce qu'ils ne travaillent pas assez. Le directeur arrive, il prend ce brief, qu'est-ce qu'il fait? Il change tout et il fait un peu de manière cavalière, ok,
comme un cow-boy et il remet tout dans l'ordre. Sauf que ce qui a été oublié, c'est que les collaborateurs, eux, ben, ça fait 3 ans qu'ils fonctionnent sans direction. Ça fait 3 ans qu'ils se débrouillent et qu'ils compensent finalement l'absence d'un directeur et que évidemment qu'ils ont pris, des aises, évidemment qu'ils ont pris des habitudes, mais à aucun moment l'association, en tout cas, a mal tourné et que peut-être, en fait, au final, à la fin, ils se sont fatigués, se sont épuisés de compenser une absence de direction. Et là, vous imaginez un peu, bon, évidemment, ça a explosé. Nous, on est arrivé à ce moment-là. Ce que je veux souligner ici, c'est quoi? C'est le problème de diagnostic. C'est-à-dire, en gros, heu, voilà notre perception, voilà, on vous livre la situation et donc voilà, ce que vous devez faire. Et là, le directeur prend pour argent comptant, peut-être qu'il n'avait pas le choix de faire autrement et il applique et là, derrière, on a une explosion de l'association avec, ça allait très, très loin jusqu'à, des plaintes au pénal. Bref, tout ça pour dire que là, on a un premier problème, c'est qu'il y a un mauvais diagnostic, il y a un mauvais constat, qui est fait par la gouvernance, donc là, en l'occurrence, la hiérarchie, qui fait que derrière tout implose, OK? Et donc souvent, le problème, chez les CODIR, les gouvernances ou les dirigeances, c'est, comment dire? Se fier justement à leurs a priori et ne pas avoir conscience de ce qui se joue réellement, heu, parce qu'en fait, ils se fient à leurs réflexions, parce que eux, leur fonction de codir, c'est de réfléchir à la stratégie, c'est de faire les constats, c'est de faire les diagnostics. Et le problème, c'est que si ils vont vers un mauvais diagnostic, derrière, toutes les actions qui vont découler vont être à côté de la plaque, vont voire même créer des conflits. Donc, voilà, juste pour matérialiser. Et donc, là, concrètement, le, pourtant, en fait, comment dire, la gouvernance avait un intérêt, c'est que l'association fonctionne mieux. Et pourtant, les collaborateurs avaient un intérêt, c'était que l'association fonctionne bien, puisqu'il manquait un directeur. Donc, en fait, vous voyez qu'on a un objectif commun qui n'a pas été vu parce que tout le monde s'est fié et y compris et surtout la gouvernance, à leur constat. Donc ça, c'est un premier point dans la compréhension de comment fonctionne et des préoccupations d'une gouvernance à prendre en compte et ce qui nous amène maintenant à dire comment finalement on va communiquer efficacement avec la gouvernance, avec la hiérarchie, avec le leadership ou avec le codir, comme vous voulez, pour leur faire prendre conscience pour les éduquer, pour les amener et comprendre l'importance et les avantages de fonctionner en intelligence collective. Donc là, je vous repose la question. Est-ce que si vous avez été confronté à ce genre de problème, qu'est-ce que vous avez déjà essayé de dire? Qu'est-ce que vous avez, enfin, comment est passée votre communication auprès du CODIR pour les convaincre de changer et de fonctionner de manière collective et de s'appuyer sur le collectif qui peut être une valeur ajoutée à leur réflexion? Qu'est-ce que vous avez dans votre expérience, qu'est-ce que vous avez déjà essayé? Comment vous avez essayé d'aborder, la chose? Alors, du coup, Stéphane, autre cause perçue dans un autre contexte, pertinence de l'efficacité telle que perçue par des personnes au caractère affirmé. Oui, dans un sens brut et pas très, très efficace, en réalité, réaction immédiate à tous les stimuli, tout à fait. Alors là, c'est peut-être, un cas isolé, on va y revenir. Ils ont peur que les idées ne soient pas acceptées par la population et desservent ensuite aux élections. Bah ouais, donc on a vu, ça c'est les intérêts. Voilà. Qu'est-ce que vous avez essayé comment vous avez déjà essayé de communiquer et de sensibiliser le CODIR, sur l'intelligence collective? Peur de changer, OK. Je vous laisse, marquer. Hem et je poursuis. Alors, j'imagine que vous avez déjà essayé de sensibiliser. Donc en off, en coulisses, peut-être, expliquer et donc là, on est dans du lobbying, hein, tout simplement. Les membres du CODIR peuvent faire du lobbying, ça fait partie du jeu. Vous pouvez aussi, si vous connaissez un membre du CODIR, tenter des approches, et expliquer, ce qui peut, venir, poser problème, essayer de leur faire prendre conscience de votre perception
Voilà. Vous avez peut-être essayé aussi la législation ou la réglementation. Donc la législation, c'est au niveau des lois, la réglementation, c'est au niveau peut-être de votre secteur avec des règles précises. Et vous avez essayé de faire valoir que c'était nécessaire de procéder de telle ou telle façon. Vous avez certainement dû essayer de donner des feedbacks, donc de faire remonter, j'imagine, si vous êtes dans des réunions CSE aussi, avec, vous avez le président, donc qui est forcément un cadre, donc le chef de service ou le directeur lui-même, et vous, vous êtes peut-être parmi les membres des représentants du personnel ou l'inverse, et vous avez essayé d'aborder ça en CSE, et là, peut-être que vous vous heurtez donc à de la communication et ça ne passe pas et vous n'arrivez pas à les sensibiliser. Ok. Alors, je pourrais faire un webinaire uniquement centré sur la communication interpersonnelle. Là, moi, je vais essayer de vous amener à quelque chose d'autre, de beaucoup plus massif, de beaucoup plus global, justement, pour éviter de rentrer dans des particularités et surtout de l'adaptation en fonction de la personnalité avec qui vous parlez. Euh, L'idée, c'est pas de vous amener là. Donc, moi, à mon avis, donc tout ça a certainement déjà été essayé à votre niveau, mais vous pouvez, à mon avis, arriver en tout cas, à les faire bouger d'une autre façon. Premièrement, vous pouvez très bien amener une étude de cas plutôt que d'essayer de débattre par des convictions. Parce que si vous débattez depuis vos convictions, ce ne sont donc que des perceptions. Et si ce sont des perceptions, eh bien, vous allez arriver à un débat d'idées, puisque eux aussi sont sur des perceptions. Et donc là, ça va être à qui est le plus fort. Et forcément, vu qu'ils ont l'autorité, ben, ils vont vous dire oui ou non à la fin. Et c'est comme ça. Donc, il faut essayer de sortir, même si dans la négociation, il y a peut-être des trucs et astuces. Il va falloir essayer de sortir de ça pour donc soit amener une étude de cas, pour amener une forme de démonstration ou un projet pilote, c'est-à-dire demander un essai et d'être pilote sur un projet et donc bien sûr de démontrer qu'il y a une utilité à fonctionner en collectif. Ça, c'est deux pistes que je vous propose. Mais globalement, je pense qu'il va falloir être innovant dans l'approche. C'est-à-dire que si ce que vous faites ou ce que vous avez tenté, et là on a déjà dans le chat des exemples où vous vous rejoignez, puisque c'est à peu près toujours les mêmes choses qui reviennent. Euh, alors, je vois Stéphane travailler sur un diagnostic partagé de la situation de l'organisation, faire expérimenter l'IC. Donc, tu vois, c'est ce que je dis. Donner des exemples, travailler sur un sujet bien circonscrit pour rassurer. OK, super. Exactement. Mais l'idée, c'est de trouver un autre levier que vous n'avez pas déjà essayé. Alors, comment vous allez faire donc, comment être innovant dans l'approche d'un codir pour leur faire prendre conscience? Il faut identifier tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà tenté et qui a été inopérant. Là, on est dans l'approche systémique. Et c'est de dire, tiens, l'approche systémique dit, la solution, c'est le problème. Et pas le problème, c'est la solution. Et, ou et, j'allais dire. Mais là, dans l'idée, c'est qu'est-ce que vous avez déjà essayé et qui est inopérant et de dire, c'est quoi finalement cette thématique. Donc, globalement, si vous avez fait des tentatives de communication, d'expliquer, etc., et que ça ne fonctionne pas, c'est que donc vous avez la personne en face de vous qui ne réagit pas et qui n'est pas sensible à cette forme de communication. Et donc, plus vous allez essayer de communiquer, plus ça va échouer. Okay, et c'est ça une boucle de rétroaction, c'est plus on fait de quelque chose, plus on obtient de quelque chose. Donc, essayez d'identifier dans ce que vous avez déjà essayé qui ne fonctionne pas, et ce n'est pas du plus de cette chose qui fera changer les gens. Et ça, on s'est posé la question, parce que ça revient assez souvent, y compris donc dans l'étude de cas aussi, hein, que l'on vous a, comment dire, que je vous ai proposé. On s'est posé la question à un moment donné, qu'est-ce qui pourrait faire prendre conscience à ces gens donc qui ont le pouvoir et qui ont la légitimité et la crédibilité, de par leur fonction, mais surtout le pouvoir de faire engager certaines actions, comment on peut arriver à les faire changer.
Et donc, on en est arrivé à la démonstration, au constat, à l'évaluation et à la mesure. Donc, alors Laurette, pour ma part, je leur propose aussi de faire rencontrer des experts, très bien, effectivement, pour se rendre compte. Donc, je crois qu'en fait, c'est ça le truc, c'est ce qui peut les faire changer, c'est de se rendre compte par eux-mêmes, OK? Puisque au final, ce sont eux les décideurs, pour qu'au final, ce sont eux qui sont, partie prenante, ce sont eux qui, ont la réflexion juste. Donc, ça sert à rien de leur amener vos arguments. Ce que vous voyez, il faut les amener à constater sur le terrain ce qui se passe. Et donc effectivement, c'est ça l'idée, du CODIR, et si eux ne prennent pas l'initiative, plutôt que de vendre ce en quoi vous croyez, l'idée, c'est, de les amener à faire un constat, donc effectivement, de type audit, de type diagnostic, qui n'engage en rien et qui va aller complètement dans leur sens, puisqu'il y a des obligations en matière de QVTC, qualité de vie au travail, de RSE, ou voire même de risques psychosociaux, qui, en général, excusez-moi du terme, mais qui emmerdent les CODIR parce que ça amène de la problématique et les diagnostics tels qu'ils sont faits amènent justement des choses auxquelles il faut se préoccuper, mais le CODIR est dans une dimension aussi de rentabilité, de profitabilité et de faire en sorte d'assurer la survie de l'organisation. Ce genre de diagnostic n'amène pas à justement faire comprendre que l'adhésion et l'implication de tout le monde augmentera justement les profits, augmentera la compétitivité. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut les amener. Et effectivement, je partage complètement, Stéphane, travailler sur un diagnostic partagé de la situation, faire expérimenter l'intelligence collective, ça va être un des outils, donner des exemples, donc études de cas, travailler sur un sujet, effectivement, voir, aller à la rencontre sur le terrain des personnes pour recueillir l'avis de ces personnes-là, même s'ils pourraient avoir, eux, un a priori, puisque ça resterait du débat d'idées. Ils pourraient dire aussi, non, mais ils ne se rendent pas compte, en fait, et évidemment que le CODIR ou la gouvernance a déjà réfléchi aux problèmes de ces gens-là, mais ont un avis inverse, et il y a un biais qui se joue puisque eux ont réfléchi de manière transversale, alors que la personne qui est en face et qui discute avec le membre de la gouvernance est dans un contexte très particulier et parle de son contexte. Alors que la gouvernance, comme ils ont la transversalité, ils vont automatiquement dire ouais, mais lui, il ne se rend pas compte de sa situation parce qu'il y a ça et ça et ça aussi à en prendre en compte. Donc, c'est une bonne idée, mais voilà la limite de cette idée. Euh, je vais vous prendre une autre étude de cas. On a travaillé avec le leader français dans la gestion de patrimoine. Je ne vais pas vous dire qui est-ce parce que je n'ai pas l'autorisation, mais en fait, pour vous montrer à quel point jusqu'à quel point ça peut aller. Alors, l'idée n'était pas, en tout cas, leur problématique à eux n'était pas de mettre en place l'intelligence collective, puisque eux se pensaient agiles, humanistes et, et déjà dans l'intelligence collective. Donc là, on n'est pas dans un problème d'intelligence collective, on est dans un problème de comment en fait fonctionne l'intelligence collective. Et donc, on a participé à une assemblée générale où on avait expliqué notre modèle, mais comme vous, évidemment, ça passe pas, parce que la réflexion du CODIR ou de la gouvernance est meilleure, et en tout cas plus appropriée, ils ont réfléchi à plus de choses, et ils disent, mais nous, la vision, par exemple, ce qui est pour nous dans notre modèle très important, la vision, ils disent, mais nous, la vision, elle est claire, elle est posée, et on ne va pas la remettre en question. Ok, très bien. Donc j'ai juste demandé à l'AGP, à leur assemblée générale, de poser la question aux membres du CODIR. À l'époque, 25 membres du CODIR, donc ils ont changé depuis, mais il y avait 25 personnes qui étaient décisionnaires. J'ai demandé au patron, au PDG, de poser la question si tout le monde pouvait reformuler la vision. Puisqu'elle était déjà implantée, il n'y avait pas de souci, peut-être qu'effectivement, il n'y a pas à revoir ce point. Et première question qu'il pose au sein de sa GP, puisqu'il a écouté, il demande donc est-ce que vous pouvez reformuler la vision? Et là, blanc,
pas une seule personne a pu répéter la vision. Donc, confronté à la réalité par une espèce de diagnostic, c'est-à-dire constater, mesurer, on ne peut pas faire autrement après que de faire que d'agir, quoi. Voilà. Donc, c'est ça, cette étude de cas, en tout cas, cet exemple vous montre que ça ne sert peut-être à rien de parler, ça ne sert à rien peut-être d'opposer des idées qui certes sont très bonnes et pour lesquelles vous êtes entièrement convaincu et habité, je dirais même, mais c'est pas comme ça qu'on arrivera à convaincre non plus le codir. Et donc, le, pour moi, aider le codir à tendre vers l'intelligence collective. Donc, la question que j'avais à vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez déjà essayé de mettre en œuvre? Donc, vous avez déjà répondu. Eh bien, pour moi, comment on fait pour dépasser la résistance et comment on fait pour dépasser le, euh, comment dire, euh, le- l'opposition à l'intelligence collective et le fait de conserver la décision et le pouvoir. Premièrement, il y a la démonstration qui est efficace, c'est-à-dire peut-être démontrer au sein d'un codir ce que c'est que l'intelligence collective. Mais là, vous serez centré uniquement sur le mode participatif. Donc, si vous êtes consultant et que vous avez cette opportunité, proposez, ou même sans rien dire, d'animer un workshop, d'animer un workshop et de expliquer après que c'est ça l'intelligence collective. Et donc, s'ils voient les bénéfices de ce format, peut-être qu'ils seront sensibilisés et ils auront envie d'appliquer ça auprès des collaborateurs. Donc, constat de l'efficacité, voilà. Sauf que là, on est uniquement dans le mode participatif, ce qui est déjà un premier pas. Il y en a un deuxième, c'est ce diagnostic. Et là, pour moi, on est dans un diagnostic différent de la qualité de vie au travail dans les RPS et dans la responsabilité sociale des entreprises, même si ce que je vous propose rentre complètement dans ces diagnostics, dans ces obligations aussi. Alors, on n'a pas tous les mêmes obligations à ces niveaux-là, tout dépend de l'entreprise, la taille et le secteur dans lequel on est, mais en tout cas, les dirigeants et la gouvernance doivent répondre donc à ces facteurs-là. Et là, ce qui se passe, en tout cas, nous, ce qu'on a constaté, c'est que un diagnostic n'est jamais contesté. Même si ils ne connaissent pas la mécanique, et là, c'est un biais cognitif, même s'ils ne connaissent pas la mécanique et ce qui est sous-jacent et qui fait émerger donc les résultats d'un diagnostic, ce n'est pas contesté. C'est forcément aussi objectif de la part des personnes qui reçoivent le diagnostic. C'est concret, c'est matérialisable. Donc, quand on parle d'intelligence collective, il y a un côté très matériel et de se dire, parce que, pardon, il y a un côté très abstrait et on a besoin de comprendre ce que c'est. On a besoin de savoir et de mesurer. Donc, on a besoin d'évaluer, on a besoin d'identifier, on a besoin d'être, en tout cas, d'être sensibilisé, non pas par un apport communicationnel qui fonctionne quasiment jamais, euh, mais par justement une preuve de ce qui est là actuellement. Euh, donc une image, une photo à l'instant T de l'ambiance, de l'adhésion, du sentiment d'appartenance et de la volonté de donner le meilleur de soi-même à l'entreprise. Et ça, au niveau de la gouvernance, si vous parlez dans ces termes-là, c'est pas possible parce que ça les concerne et ça les implique directement. Oui, bien sûr, il y a le bien-être pour eux, pour un membre du CODIR, il y a le bien-être, mais il y a aussi l'efficacité. Et donc, on doit proposer quelque chose qui réunit les deux. Et souvent, en fait, ce qu'on constate, c'est que les personnes prônent le bien-être et oublient l'efficacité. Et c'est ça qui fait qu'il y a une dissension entre les personnes qui viennent sensibiliser le CODIR et le CODIR lui-même. Donc, un diagnostic, ça priorise, on peut élaborer une stratégie et c'est mesurable. Donc, vous pouvez complètement faire comme Stéphane, travailler sur un diagnostic partagé et le co-construire. Nous, on a travaillé là-dessus et on a, à partir de notre modèle, que vous pouvez retrouver beaucoup plus en détail et de manière beaucoup plus approfondie dans un autre webinaire, je vous le donne rapidement pour passer à notre forme de diagnostic, c'est déjà mesurer l'identité d'un groupe à travers le nom, à travers l'histoire, à travers le territoire. C'est la connaissance de cette identité, de savoir moi en tant qu'individu à qui j'appartiens, avec qui je travaille,
quels sont nos atomes crochus, qu'est-ce qui nous rapproche que je vais avoir envie de faire partie de cette famille, quelque part. Voilà. Ça ne nous viendrait jamais à l'idée d'appartenir à une autre famille que l'on ne connaît pas. Donc, tous, en fait, on va mesurer, on va sonder, on va savoir ce que c'est. Ensuite, la vision, c'est-à-dire ensemble, tous ensemble, maintenant vers où on va? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ça doit dépasser le cadre de la fonction, ça doit dépasser le cadre du rôle. Quel est notre rêve? Quelle est notre valeur ajoutée? Quelle est notre raison d'être? Ça, les collaborateurs doivent le savoir. L'action ensuite, c'est-à-dire, c'est quoi les processus? C'est quoi les rôles? C'est quoi notre organisation? Est-ce que je connais mon job? Est-ce que l'organisation n'est pas un problème? Et puis enfin, les interactions, donc la communication, comment on se parle, comment on communique, comment on est informé, quels sont peut-être que justement les biais interactionnels créent justement de l'absentéisme, du présentéisme. Mais vous voyez qu'au final, dans un diagnostic comme ça, on est complet, on est global et ça nous permet de nous rapprocher justement de ce que, en tout cas, des ingrédients d'un groupe. Et je faisais le parallèle tout à l'heure avec le rugby. Et donc, du coup, l'équipe de France et l'équipe sud-africaine, je ne sais pas si vous êtes renseigné, mais on a eu beaucoup accès à ce qu'a fait l'équipe de France. Et globalement, c'est exactement ça. Si vous avez vu les reportages, il y a 3 mots dans le vestiaire qui représentent leurs valeurs, qui y sont. Il y a eu énormément de choses qui ont été faites et qui ont été mises en œuvre par Fabien Galtier sur, par exemple, faire venir quelqu'un qui représente et qui parle au groupe, donc quelqu'un de connu qui a déjà gagné pour inculquer la gagne, etc. La vision, en fait, c'était pas gagner la Coupe du Monde. La vision, c'était, ça allait bien au-delà, en fait, de gagner la Coupe du Monde. D'ailleurs, l'inauguration avec Jean Dujardin et puis l'aspect très rural, en fait, de ce que ça a mené, c'était volontaire, c'était fait exprès. Et puis enfin, il y a toute l'organisation, la mise en œuvre des entraînements, etc. Et puis, il y a après comment on vit ensemble au niveau interactionnel. On perd d'un point contre l'Afrique du Sud. Et pour moi, bien sûr, si vous aimez le rugby, que vous avez regardé, bon, il y a l'arbitre, et cetera, OK, pas de problème. Il y a surtout un élément, qui change tout, c'est l'histoire. Et les Sud-Africains, ils ont fait, exactement ce qu'on a fait, hein, en France. Sauf que eux, ils ont l'histoire et mettre un capitaine, de couleur noire, capitaine de cette équipe de rugby, c'était pas anodin. C'est bien choisi et c'est bien en lien avec une histoire. Et ça donne une force et une puissance. Ça leur a donné cette différence qui leur a fait gagner 3 matchs d'un point. Voilà, juste pour vous dire à quel point c'est important. Et ça, il faut arriver à le mesurer. Et ça, si vous dites ça à la gouvernance, ils ne peuvent pas dire non. Ils ne peuvent pas, puisque ça va dans leur sens. Et donc, nous, le diagnostic qu'on propose, c'est ça, c'est-à-dire de mesurer cette identité. Donc, en gros, ça se présente de cette façon. Identité, on mesure l'histoire, on mesure le poids de l'histoire. Est-ce que c'est existant? Est-ce que c'est connu? Est-ce que les gens trouvent ça cohérent? Est-ce qu'ils adhèrent? Et à la fin de chaque diagnostic, on donne justement les points qui font que voilà, en termes d'identité, voilà où ça pêche, voilà les points positifs. Ensuite, en termes de vision, voilà ce qui est existant, connu, etc. Voilà les points où ça pêche, voilà les points forts. En termes d'action, voilà au niveau de la gouvernance, au niveau de la Bible d'entreprise, au niveau du développement, au niveau des atteintes, au niveau de la performance commerciale, de la performance de la production, voilà, est-ce que les gens savent? Est-ce qu'ils savent comment se repérer? Est-ce qu'ils trouvent ça cohérent? Est-ce qu'ils adhèrent à tout ça? Pareil, on donne les avantages et les inconvénients. Et pareil sur les interactions, je vais un peu vite pour arriver au but, c'est au final, on a un indice. C'est-à-dire un peu comme un QI, un quotient intellectuel, on a un quotient d'intelligence collective, un indice sur 100 qui donne donc une mesure. Ben oui, là, on était dans un cas, par exemple, parce que c'est un cas concret, où on avait beaucoup de progrès à faire. Et donc, on donne dans notre diagnostic les actions prioritaires. Et donc, voilà notre façon de faire. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer et prendre rendez-vous. On peut échanger sur ce diagnostic et que je vous donne un peu plus de détails parce que le but, c'était de vous dire, voilà, un élément incontournable, un outil qui fait que les gouvernances ne vont pas comment dire, être réticentes. Au contraire, elles vont être intéressées parce que ça prend en compte à la fois leurs priorités,
leurs intérêts et à la fois les vôtres, si vous êtes donc des personnes donc collaboratrices ou consultants pour mettre en œuvre ce diagnostic. Donc ça, je pourrais vous en parler un peu plus longuement. Voilà, donc en prenant rendez-vous, encore une fois, on peut échanger cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà, j'ai terminé. Je vais pouvoir répondre directement à vos questions. Alors, pour Laurette, voilà, je vous ai dit, peut-être que la problématique de rencontrer euh, les habitants volontaires et les experts, enfin, en tout cas, moi, je trouve ça super. La limite peut être à ce niveau-là, c'est-à-dire que les experts vont prendre en compte l'avis des habitants volontaires, mais ils vont aussi la juger en disant oui, mais leur avis et leur position, ils ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir dans un autre contexte. Et donc, de ce fait, ils vont peut-être limiter l'impact des apports. Stéphane, donc ouais, on est proche, hein, du coup, travailler sur un diagnostic partagé. Donc effectivement, le diagnostic peut se construire. L'avantage, là, avec le nôtre, c'est que bah, nous, on propose le nôtre de diagnostic et en général, il n'est pas remis en question, au contraire. Ça couvre justement ce qu'on entend par intelligence collective. Et encore une fois, ça s'appuie sur le modèle sportif et c'est exactement sur ces paramètres-là que l'étude de cas que je vous ai proposée en tout début de webinaire, on a construit justement cette épopée dans le foot. Moi, je leur dis que si on intègre les habitants dans les débats, les faire participer à l'émergence des idées, alors il y a beaucoup plus de chances que ça réussisse. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais voilà comment ça peut être perçu. Prééminence de l'efficacité telle que perçue par des personnes au caractère affirmé. Voilà, ok. Alors là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses euh, qui peuvent être d'ordre interpersonnel. La problématique, c'est que effectivement, si vous vous heurtez à des personnalités fortes au sein d'un codir, premièrement, si vous vous heurtez à des enjeux forts pour certaines personnes dans le codir, si vous vous heurtez à des gens qui ont des intérêts aussi, des intérêts et voire même des avantages qu'ils ont bien installés et qu'ils ont bien construits. Euh, donc en fait, la résistance sera encore plus forte et il va falloir œuvrer par des compétences techniques euh, interactionnelles et systémiques que peut-être vous n'avez pas et que là, concrètement, je ne vais pas vous dire ben, vous avez à faire ça ou qu'à faire ça ou qu'à faire ça parce que peut-être que vous ne saurez pas le mettre en œuvre. Par contre, un diagnostic et proposer un diagnostic de situation, ça les engage à rien si ce n'est du temps, mais encore ça dépend comment c'est mis en œuvre. Nous, par exemple, notre diagnostic, il est hyper rapide à mettre en œuvre, hein. Je veux dire, il suffit de récolter les emails, on interviewe toute la population concernée par la problématique et on a un diagnostic dans les 48 heures avec justement toutes les recommandations et autres. Donc, c'est difficile pour un membre d'un CODIR de faire le constat et de ne pas agir. Voilà. Et donc forcément, dès lors qu'on s'intéresse à l'intelligence collective, et si vous êtes là, c'est qu'il y a des problématiques. Donc forcément, ce qui va ressortir du diagnostic ne sera pas comment dire, un constat que tout va bien, évidemment. Il y a toujours dans un diagnostic des orientations et des choses à mettre en œuvre. Donc là, on peut fonctionner par priorisation. Et le plus important, c'est de faire le premier pas. Et le premier pas, il est fait avec ce diagnostic. C'est-à-dire que dès lors qu'on accepte un diagnostic, eh bien, quelque part, on est déjà dans une optique de résolution de problématiques. C'est exactement comme quand vous faites un premier pas pour faire une formation ou pour aller voir un thérapeute ou un coach. Eh bien, déjà là, il y a déjà le processus de guérison ou d'atteinte de l'objectif qui est déjà préprogrammé. Donc, c'est exactement pareil pour un codir. Les amener vers un diagnostic amène justement à constater que, en tout cas, à faire le pas. Voilà. Et du coup, déjà, d'être dans une démarche de progrès et d'appropriation finalement de ce qui va émerger du diagnostic.
Hem, hop, 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 je reviens au tout début. Il me reste quelques minutes. Heu toute action allant dans le sens de la nouveauté. Je crois que j'ai tout balayé. Les membres du CODIR ont souvent du mal à être exemplaires. Vos conseils sont très utiles, mais pas pour nous. Ouais, pareil, en fait, là, peut-être que, Louis, on est peut-être dans les réunions de CODIR. Donc là, pour moi, c'est autre chose. On est plutôt dans la participation. Mais déjà, idem, avec un diagnostic, si on propose un diagnostic d'intelligence collective, forcément, ça va impliquer de commencer à les mettre dans une démarche collective. Pour moi, je le vois comme ça. Et donc, même à leur insu, quelque part, c'est de commencer à les faire, pratiquer l'intelligence collective que, vous pourrez initier dans ces réunions puisqu'en fait, ils l'auront déjà fait. Donc, on est pas mal. Ne serait-ce que par exemple, le débriefing du diagnostic peut se faire en mode co-développement, par exemple. Voilà. Et donc, quelque part, vous les amenez à appliquer, sans dire que c'est, de l'intelligence collective participative, vous les amenez à faire le constat. Et donc, ils constateront l'efficacité si évidemment vous parvenez à mettre en œuvre, avec succès votre, réunion. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé, je pense avoir balayé. Je vous invite, voilà, à prendre un rendez-vous éventuellement si vous voulez aller plus loin et qu'on aborde de manière plus précise votre situation. J'aurai plaisir à échanger avec vous. Je regarde, si, il y a autre chose, mais je pense qu'on a balayé dans ce webinaire. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté, hem, des orientations et que ce diagnostic vous donnera l'idée, d'aller plus loin. Voilà, je vous souhaite un bon appétit si vous souhaitez aller manger et je vous dis, à très bientôt. Il y aura une autre masterclass, dans un mois. Vous recevrez certainement une notification avec un nouveau sujet autour de l'intelligence collective. Bon après-midi, au revoir et à bientôt.